Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler des Simpsons, et oui, on va revoir ensemble les épisodes les plus absurdes, ceux où les scénaristes se sont clairement dit bah on s'en bat les steaks, tous ces moments où la série a cessé de ressembler à ce qu'elle était à l'origine, bref, on va surtout parler de la descente aux enfers des Simpsons, de l'effet zombie de la série, le fameux zombie Simpson dont je parlerai un peu plus tard dans la vidéo, de l'impact de la longévité de cette série sur la qualité globale qui est devenue complètement éclatée au sol. On va parler de l'épisode le plus sombre de l'histoire des Simpsons. Donc là, il s'agira de parler de l'infameux Frank Grimes. On parlera de la façon dont les fans ont totalement déformé les Simpsons sur Internet avec les différentes séries, les différents artworks un peu bizarres. Bref, on parlera de beaucoup de choses sur les Simpsons. Alors sans plus attendre, c'est parti. Connaissez-vous les Simpsons? Oui, les Simpsons, une série animée emblématique que vous connaissez sûrement, diffusée chaque soir depuis un certain temps maintenant, racontant la vie d'une famille de 5. Bien évidemment, là il s'agit d'Homer, de Marge, de Bart, de Lisa et de Maggie. Pourtant aujourd'hui, cette série légendaire semble être devenue une simple sitcom parmi tant d'autres, loin de son statut de révolution culturelle dans les années 90. Là, il s'agit d'une transformation radicalement médiocre, voilà. Puisque dans les années 90, encore une fois, les Simpsons étaient considérés comme l'un des chefs-d'œuvre de la télévision. La série mêlait satire sociale, comédie innovante et émotion sincère, créant ainsi une œuvre profondément ancrée dans la culture populaire. Pourtant, l'état actuel des Simpsons, surnommé Zombie Simpson par les fans, n'est jamais plus qu'une ombre de son ancienne gloire. Alors maintenant la question se pose, comment une série aussi influente a pu-t-elle sombrer si bas? Et pour répondre à cette question, eh bien il va falloir se plonger dans les origines du phénomène Simpson. Alors dans les années 80, la télévision américaine regorgeait de sitcoms familiales, tels que Alf, Diff'rent Strokes et Family Ties. Ces séries présentaient des familles idéalisées, incarnant les valeurs traditionnelles américaines, enfants espiègles mais adorables, parents sages et aimants. Ce format, bien qu'amusant et accessible, manquait souvent de profondeur, et comme l'a dit Matt Groening, le très fameux créateur des Simpsons, cette ère télévisuelle représentait la zombification de la famille américaine, et c'est dans ce contexte justement que, le 14 décembre 1989, les Simpsons firent leur première apparition sur le réseau Fox. Et là, vous le savez, il s'agit là d'une révolution culturelle à proprement parler. Puisque, loin des sitcoms édulcorés de l'époque, les Simpsons apportaient un ton sombre, satirique, hilarant. La série ne célébrait pas les valeurs américaines, non, elle les critiquait, les moquait sans aucune retenue. Les thèmes tabous tels que le harcèlement scolaire, la dépression et même les difficultés de la classe moyenne américaine étaient abordés avec une sincérité qui était jusque-là inédite. La série attira rapidement la colère des parents et même la colère des figures d'autorité de l'époque, dont l'ancien président américain George Bush Sr., qui déclara « Nous devons rendre les familles américaines plus comme les Walton et moins comme les Simpsons ». Mais cette indignation un peu stupide ne fit qu'attiser les flammes de la popularité des Simpsons. La série devint alors une expression puissante de la contre-culture et conquit le cœur de millions de téléspectateurs à travers le monde. Et donc, évidemment, là il s'agit de l'âge d'or des Simpsons, puisque dans les années 90, les Simpsons furent rapidement un phénomène mondial. Des simples produits dérivés comme le jeu d'arcade The Simpsons ou le guide de la vie de Bart Simpson devinrent des icônes culturelles, et même des chansons telles que Do the Bartman trouvèrent leur place dans les classements musicaux mondiaux. Le succès de la série reposait sur 3 principes fondamentaux, incarnés d'ailleurs par ses créateurs. Déjà, le côté satirique un peu rebelle de Matt Groening, inspiré par sa bande dessinée Underground Life in Hell. Ensuite 2, une comédie qui se base sur la qualité de ses personnages, grâce à Sam Simon d'ailleurs, qui structura la série pour qu'elle soit plus qu'un enchaînement de gags simples. Et évidemment, un cœur émotionnel apporté par James L. Brooks, qui insista pour inclure des moments touchants, comme la scène emblématique où Monsieur Bergstrom laisse à Lisa une note disant « Tu es Lisa Simpson ». Ces 3 piliers furent renforcés par une équipe de scénaristes exceptionnels, comme Conan O'Brien ou John Swartzwelder, qui consacraient des journées de 11 heures afin de peaufiner chaque script. Chaque blague des Simpsons de l'époque passait par 30 à 40 révisions, ce qui explique leur complexité et leur finesse. Il s'agissait là d'une comédie unique et révolutionnaire, car contrairement aux sitcoms classiques de l'époque, les Simpsons n'utilisaient pas de rire préenregistré. Putain, c'est un putain de gâteau de mes deux. Salut. Non, cette absence permettait un rythme et une subtilité qui auraient été impossibles avec des rires imposés, ce qui d'ailleurs se voyait souvent dans les sitcoms de l'époque. Prenons par exemple la gag de l'éboueur,
dans l'épisode Bart vend son âme. Bart voit son vélo écrasé par un camion brosse, mais non, en fait il est juste nettoyé, mais finalement il est détruit, puis surprise, le conducteur agit par pure méchanceté, et enfin, le camion tombe dans un escalier. En 15 secondes, ce gag enchaîne 5 blagues, chacune construite sur la précédente, pour atteindre une punchline à la fois absurde et surtout hilarante. Et évidemment, dans les Simpsons, il y a surtout pas mal de personnages profonds et mémorables. Car ce qui rend les personnages des Simpsons aussi mémorables, c'est leur cohérence interne. Prenons Homer par exemple. Il est émotif, oscillant toujours entre la joie intense et la colère aveugle. Il est paresseux et gourmand également, souvent plus pénalisé par son apathie que par son manque d'intelligence. Mais il est également optimiste, puisqu'il ignore ses problèmes jusqu'à ce qu'ils deviennent inévitables. Mais surtout, et c'est ça qui donne son cœur à Homer, c'est qu'il aime profondément sa famille. Tous ces traits se combinent pour créer un personnage complexe, souvent tiraillé par des motivations contradictoires, mais toujours reconnaissable et humain, à travers les épisodes. Mais malheureusement, ce qui devait arriver arriva, et la déchéance des Simpsons finit par devenir réalité. Puisque cette série révolutionnaire et acclamée dans les années 90 est aujourd'hui souvent qualifiée de Simpsons zombie. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Bon déjà, je l'ai déjà dit, l'humour des Simpsons ne provenait pas uniquement de situations absurdes, mais de personnages profondément ancrés dans leur logique interne, je viens de le dire. Comme je l'ai déjà dit, Homer est émotif et exagérément réactif, il est paresseux et glouton, mais il est quand même optimiste, et surtout, il aime sincèrement sa famille. Et même s'il a beaucoup de défauts, qui compliquent sa vie quotidienne, ça reste un mec bien. Ainsi, lorsqu'un gag se produisait dans les Simpsons de l'époque, il était hilarant non seulement à cause de la situation, mais aussi parce qu'il était cohérent avec la personnalité du personnage. Ce genre d'écriture, mêlant profondeur et humour, était omniprésent dans les premières saisons des Simpsons. Et même dans les moments les plus surréalistes de la série, chaque épisode des premières saisons avait quelque chose à dire, abordant des thèmes tels que la mortalité, la corruption politique ou même l'âme humaine. Et des épisodes emblématiques tels que Lisa on Ice ou Shot Mr. Burns et Last Exit to Springfield offraient des histoires mémorables, mêlant satire, émotion et comédie. Ce sont ces qualités qui ont propulsé les Simpsons au rang de phénomène mondial, et les ont établis comme l'une des plus grandes séries télévisées de tous les temps. Mais encore une fois, comme je l'ai déjà dit, cette époque dorée n'était pas éternelle. À partir de la saison 8, les Simpsons ont commencé doucement à changer. Bien que la série contienne encore des épisodes des plus classiques, comme l'ennemi d'Homer, bien évidemment, d'ailleurs j'avais fait une vidéo il n'y a pas si longtemps sur cet épisode absolument extraordinaire et qui est considéré par beaucoup comme étant le meilleur épisode de l'histoire des Simpsons, eh bien la série a commencé à amorcer une transition vers des récits de plus en plus absurdes et de moins en moins ancrés dans la satire sociale. Les intrigues devenaient de plus en plus farfelues. On voyait Homer devenir boxeur, on voyait Bart travailler dans un cabaret, on voyait la famille Simpson engager une nounou magique, bref. Ces épisodes étaient toujours divertissants, mais marquaient un glissement inquiétant. La satire sociale des Simpsons, qui faisait le cœur de cette série, cédait peu à peu la place à l'absurde pur. Et ce changement allait culminer avec le fameux épisode controversé, le principal. Et là, avec cet épisode, les Simpsons ont signé le point de non-retour. Cet épisode, qui révèle que le principal de l'école de Bart, le fameux Seymour Skinner, n'est en fait pas le véritable directeur, mais en fait un imposteur nommé Armin Tamzarian. Et cet épisode est largement considéré comme l'un des moments les plus destructeurs de la série Simpson. Skinner, qui était jusque-là un personnage soigneusement construit autour de son éducation autoritaire et sa relation hilarante avec sa mère tyrannique, en fait a vu tout son passé annulé juste pour un gag narratif insignifiant. Ce genre de trahison envers les personnages et leur cohérence interne était complètement nouveau pour les Simpsons, mais malheureusement, ce type de trahison allait devenir une monnaie courante dans les saisons suivantes. Et à mesure que la série avance, on voit ces personnages perdre de leur profondeur, perdre de leur identité, afin de devenir des caricatures d'eux-mêmes. Homer est passé d'un père maladroit mais sincère à un sombre connard, une caricature chaotique, sociopathe et indestructible, motivé par des impulsions absurdes. Lisa, autrefois la voix de la raison et une critique des conventions sociales, est devenue au contraire une suiveuse naïve des tendances les plus populaires. Moe, autrefois un barman douteux et des plus sombres, est devenu un simple ami de la famille. Barney, une représentation hilarante et tragique de l'alcoolisme, a été transformé en buveur de café inoffensif. Ce qui rendait ces personnages uniques et ancrés dans une réalité sociale a été sacrifié pour des gags faciles et des récits sans conséquences. Et maintenant, parlons un peu des causes de la chute des Simpsons. On va le dire, il y a deux facteurs majeurs qui expliquent cette déchéance. D'abord, il y a le départ des créateurs originaux. Il faut savoir que les Simpsons des années 90 étaient portés par une équipe exceptionnelle. Je les ai déjà name-droppés. Il y a Matt Groening, il y a Sam Simon, il y a James L. Brooks, et il y a toute une équipe de scénaristes tels que Conan O'Brien, j'en ai déjà parlé. Mais à partir de la saison 8, eh bien, il y a un exode massif
des scénaristes originaux des Simpsons de manière assez inévitable. Sam Simon était parti dès 93, suivi de Matt Groening qui se concentra alors sur Futurama et Brooks d'ailleurs qui s'éloignait après 95. Et donc à partir de la saison 12 des Simpsons, presque toute l'équipe créative initiale avait disparu. Et les nouveaux scénaristes des Simpsons, bien que talentueux, n'avaient en fait pas la même vision ni la même rigueur narrative que l'équipe précédente. Et là où les blagues des premières saisons passaient par 30 à 40 révisions, eh bien, les nouvelles saisons privilégiaient des gags superficiels, dépourvus de subtilité et dépourvus de profondeur. Et il y a une véritable perte de la stature sociale qui faisait le cœur des Simpsons, puisque oui, les Simpsons étaient nés à la base pour critiquer la culture populaire américaine des années 80 et 90. Mais au tournant des années 2000, cette culture avait disparu, remplacée par un nouveau paysage médiatique. Et ironiquement, au lieu de critiquer ce nouveau paysage justement, les Simpsons étaient devenus la norme qu'ils critiquaient eux-mêmes autrefois. Et plutôt que de se réinventer, la série a choisi d'embrasser la pop culture, transformant chaque épisode en une opportunité pour insérer des caméos mal intégrés. Des célébrités telles que Tony Hawk ou Lady Gaga apparaissent désormais simplement pour leur présence, sans la moindre satire ou même critique. Et c'est là où on arrive aux Simpsons modernes, c'est-à-dire aux zombies Simpsons, qui n'est jamais qu'un vestige de la gloire passée des Simpsons. Ce glissement a marqué donc la naissance des zombies Simpsons, un terme utilisé pour décrire la série depuis la saison 12. Les intrigues sont des plus absurdes, les personnages sont des plus incohérents, et la célébration insipide de la culture populaire sans aucune critique ont remplacé la satire et la culture soignée des premières saisons des Simpsons. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis la saison 28, la série a atteint des audiences les plus faibles de son histoire, témoignant de son déclin continu. Toutefois, quand on parle de la chute qualitative des Simpsons, il est essentiel de reconnaître que cette série est devenue prisonnière de son propre succès. Dans les années 90, les Simpsons étaient révolutionnaires. Non seulement pour leur satire sociale comme je l'ai dit, mais aussi parce qu'ils ont ouvert la voie à un nouveau type de télévision. Des séries animées pour adultes, basées sur l'ironie, l'humour noir et les commentaires sociaux acerbes. Et c'est justement cette révolution qui a inspiré des séries qui sont devenues légendaires, telles que South Park, Futurama, et plus tard Rick et Morty. Ces séries sont devenues plus audacieuses, plus provocantes que les Simpsons d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, ont rapidement capté l'attention des spectateurs qui avaient grandi avec les Simpsons. Et au final, les Simpsons ont juste échoué à évoluer avec leur temps, préférant s'ancrer dans une formule rassurante, mais surtout usée. Et en restant en arrière-plan de cette révolution qu'ils avaient eux-mêmes initiée, les Simpsons sont devenus un vestige de leur propre ère dorée, incapables de rivaliser avec les normes plus exigeantes imposées par leurs successeurs. Et au-delà de la perte de qualité narrative et humoristique, les Simpsons ont perdu leur pertinence culturelle, qui était autrefois leur force. Dans les années 90, la série abordait des thèmes brûlants et universels, j'en ai parlé. La politique, l'éducation, l'économie, même la religion parfois. Mais à mesure que la série avançait dans les années 2000, ces thèmes sont devenus de plus en plus dilués. Cédant souvent la place à des intrigues absurdes, je l'ai déjà dit, et à des références superficielles à la culture pop. Prenons l'exemple des caméos célèbres. Dès les premières saisons, des célébrités telles que Dustin Hoffman ou Michael Jackson jouaient des personnages fictifs, ajoutant d'une profondeur au récit. Mais à partir des années 2000, la simple présence de célébrités, en tant qu'eux-mêmes, Tony Hawk, Lady Gaga, même Elon Musk, est devenue la blague en soi. Il n'y a plus de critique des célébrités. En fait, la blague, c'est juste le caméo en lui-même. Ce choix trahit clairement un manque d'effort créatif, transformant ces épisodes en vitrine promotionnelle plutôt qu'en histoire engageante. Et cela reflète un problème plus large. Les Simpsons sont passés de critiques de la société à un symbole de la société qu'ils critiquaient autrefois. Ils ne parodient plus les tendances superficielles de la culture pop, ils y participent activement. Et un autre aspect clé du déclin des Simpsons est leur incapacité à raconter des histoires significatives. Les premières saisons des Simpsons étaient brillantes dans leur capacité à équilibrer des récits familiaux touchants avec une satire hilarante de la société. Par exemple, si on prend des épisodes tels que Lisa Substitute ou Mother Simpson, ces épisodes montraient une maîtrise du ton émotionnel assez incroyable, mêlant à la fois sincérité et comédie. Cependant, les épisodes modernes des Simpsons ont souvent des récits fragmentés et même dépourvus d'enjeux émotionnels. Beaucoup d'intrigues sont résolues par des solutions absurdes ou des Deus Ex Machina reflétant un désintérêt croissant pour une véritable écriture narrative. Par exemple, dans un épisode dont j'ai déjà parlé un peu avant, le principal, la révélation choquante de la fausse identité de Seymour Skinner n'a jamais été explorée de manière significative par la suite. C'est juste un gag, c'est tout. Et ces décisions narratives ne sont pas seulement frustrantes, elles détruisent la continuité et la crédibilité des personnages. Et aussi, un aspect fondamental de la chute des Simpsons, c'est la simplification excessive des personnages. Le syndrome que les Américains appellent le jerk-ass Homer. Jerk-ass, ça veut dire connard. Donc, dans les premières saisons, encore une fois, Homer Simpson était certes maladroit, parfois idiot, mais surtout profondément humain, animé par l'amour pour sa famille malgré ses défauts. Et c'est cette humanité qui donnait du poids à ses échecs, et qui rendait ses succès d'autant plus satisfaisants.
Mais dans les saisons modernes, Homer est devenu un stéréotype caricatural, un clown où les motivations ne sont souvent qu'un prétexte à des gags absurdes. Si on prend le film Simpson sorti en 2007, Homer est directement responsable de la catastrophe écologique qui menace Springfield. Mais ses actions ne reflètent aucune des motivations complexes qu'il aurait eues dans les premières saisons. En fait, Homer en est réduit à un bouffon sans nuance, ce qui diminue clairement l'impact émotionnel de l'histoire. Et malheureusement, ce que je raconte ne se limite pas seulement à Homer. Lisa, autrefois la voix de la raison et une figure d'optimisme intellectuel, est maintenant réduite à un cliché de femme-enfant moralisatrice. Bart, qui était jadis un esprit rebelle mais rusé, est maintenant un fauteur de troubles sans profondeur. Ce traitement déshumanisant des personnages a érodé leur authenticité ainsi que leur capacité à captiver le public. Et un autre facteur qu'on évoque rarement dans l'analyse du déclin des Simpsons, c'est l'évolution du paysage télévisuel. Dans les années 2000 et 2010, il y a eu l'avènement de séries dites prestige, telles que Breaking Bad, Mad Men et Game of Thrones. Et ces séries ont élevé les attentes des spectateurs en matière de narration, de développement de personnages et même de qualité visuelle. En comparaison, les Simpsons ont stagné dans leur format traditionnel de sitcom de 22 minutes, ce qui les a rendus moins compétitifs sur le marché justement. Et même si on pourrait me dire que comparer les Simpsons à Mad Men ou Breaking Bad, c'est un peu bête. Ce à quoi je peux être d'accord, mais même si on compare les Simpsons à Rick et Morty et surtout à BoJack Horseman, là par contre, il n'y a plus photo, puisque BoJack Horseman surpasse les Simpsons sur absolument tout maintenant. Et cette concurrence a mis en évidence le manque d'évolution de la série. Malgré tout, les Simpsons restent une pierre angulaire de l'histoire de la télévision. Leur influence sur la culture populaire et l'évolution des séries animées pour adultes est indéniable. Et même si les saisons modernes sont souvent critiquées, les premières saisons continuent encore et toujours de captiver le public. Des épisodes tels que Marge vs le Monorail ou Bart of Darkness rappellent ce que la série peut être à son meilleur. Une satire brillante, une comédie hilarante et un miroir sincère de la condition humaine. En fin de compte, les Simpsons sont un exemple puissant de ce qui arrive lorsqu'une série cherche à survivre à tout prix, parfois au détriment de sa propre âme. Et pourtant, leur héritage demeure, nous rappelant l'impact qu'une série audacieuse et réfléchie peut avoir sur le monde. Alors voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi effectivement comment vous expliquez la chute des Simpsons, dites-moi dans les commentaires quel est votre épisode préféré, pour moi c'est évidemment l'ennemi d'Homer, j'ai fait une vidéo là-dessus il y a pas longtemps, en principe je l'ai sorti, enfin bon voilà. Et dites-moi si vous voulez que je parle encore des Simpsons, parce que franchement il y a pas mal de choses à dire, d'autant plus que apparemment les toutes dernières, et là je parle des saisons extrêmement récentes des Simpsons, apparemment sont pas mal. Voilà, donc paraît-il, voilà. Mais je les ai pas encore vus, des toutes dernières saisons des Simpsons sont sympas. Donc il faudrait effectivement que je jette un œil. Et donc si dans les commentaires vous voulez effectivement que je fasse également une vidéo sur apparemment ce qu'on appelle la renaissance des Simpsons, bon encore une fois, je dis renaissance avec des guillemets parce qu'il faut encore que je regarde des épisodes en question, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Nous allons parler aujourd'hui des Simpsons, mais pas de n'importe quel épisode, ni de n'importe quel personnage, non. L'épisode dont il sera question aujourd'hui est Homer's Enemy. Les Simpsons, saison 8, épisode 23, la dernière saison de l'âge d'or des Simpsons, dans lequel l'homme le plus aimé de Springfield, a.k.a. Homer Simpson, rencontre le seul homme qui puisse le haïr, Frank Grimes. Aucun personnage des Simpsons n'a jamais eu autant d'impact avec aussi peu de temps à l'écran que Frank Grimes. Ni Lyle Lanley, ni Hank Scorpio, ni la longue file de béguins de Bart. Non, Frank Grimes, ou Grimlin, comme il aimait qu'on l'appelle, a été chargé d'une mission impossible, faire en sorte que Homer Simpson, un des personnages les plus appréciés du public, nous deviennent détestables. Frank Grimes est le prototype du personnage one-shot de série télévisée, le genre de personnage qui n'apparaît qu'une fois et qui intervient pour remettre en question notre perception du statu quo de l'émission. Et peut-être même représenter notre propre réaction si nous devions avoir affaire à quelqu'un comme Homer Simpson au quotidien. Car c'est justement la question que Frank Grimes pose aux spectateurs, aux fans des Simpsons. Homer est-il un personnage méritant ? Nous connaissons tous quelqu'un qui incarne une facette d'Homer. Je veux dire, on a tous un pote paresseux, un pote un peu trop gourmand sur les bords, ou pas très fut-fut. Mais, pour une brève période, Frank Grimes doit travailler dans le bureau adjacent au véritable Homer Simpson. Il doit rester sans rien faire, pendant qu'un collègue de travail débile, donc Homer, fait littéralement n'importe quoi, mais qui pourtant réussit tout ce qu'il entreprend, et aimé de tous, a une femme et des enfants qu'il aime, ce qui constitue une vaste satire de la tolérance américaine à l'égard de la médiocrité.
Frank Grimes, au contraire de Homer, est un homme qui a connu des difficultés tout au long de sa vie. Abandonné dans son enfance, il n'est pas allé à l'école et a été contraint de travailler dès son plus jeune âge, mais en dépit de tout cela, Frank a commencé à s'instruire tout seul en autodidacte et a finalement obtenu un diplôme dans le domaine avancé de la physique nucléaire. Après que l'histoire de sa vie ait fait l'objet d'un reportage, Monsieur Burns recrute Grimes et lui donne un emploi dans sa centrale électrique, mais l'oublie dès la première semaine. Ressemblant à Michael Douglas dans le film Falling Down de 93, que j'ai vu il y a pas longtemps, excellent film, Grimes ne souffre pas des imbéciles à la légère. Au début, il essaie de coexister avec Homer, bon gré mal gré, bien qu'il ait mangé son déjeuner diabétique spécial et ruiné ses crayons gravés en les mâchonnant, mais à un moment, ça passe plus. Choqué par l'ignorance, l'égoïsme et le manque de professionnalisme d'Homer, Frank Grimes se confie à ses collègues de travail, donc Lenny et Carl, pour découvrir qu'ils n'ont, comme tout le monde à Springfield, aucun problème avec Homer, et ses défauts évidents, car les Lenny se foutent totalement que Homer soit un imbécile, ils l'aiment tel qu'il est. Voilà. Dans l'histoire des Simpsons jusqu'à ce jour, c'est l'épisode le plus critique à l'égard d'Homer. Malgré sa stature d'incompétent, d'insensible et d'idiot, Homer n'a jamais vraiment été puni. Marge ne le quitte jamais lorsqu'un de ses plans foireux tourne mal, Lisa l'aime toujours, peu importe combien de fois il la laisse tomber, Ned Flanders lui fait toujours et encore constamment confiance, même si c'est un terrible voisin, et Monsieur Burns ne le licencie jamais parce qu'il ne se souvient tout simplement pas de son nom. Tous ces facteurs combinés à son emploi confortable et bien rémunéré ont permis à Homer de traverser la vie et d'en récolter les fruits, alors qu'il n'est littéralement qu'un imbécile paresseux, obèse et ignorant. Frank est son opposé, un homme honnête, vaillant, travailleur, mais qui n'a pourtant rien récolté de significatif de toutes ces années à charbonner. Frank, déjà sur les nerfs, atteint son point de rupture après qu'Homer ait accidentellement provoqué sa rétrogradation auprès de Burns. Dans un état de rage, il réprimande Homer et déclare que les deux sont désormais ennemis, évidemment Homer's ennemis. Homer, visiblement ébranlé, tente d'apaiser la situation en invitant son ennemi juré à dîner, mais cela ne se passe pas comme prévu évidemment. En arrivant à la résidence des Simpsons, Frank est bouleversé par la taille de leur maison et par les différents accomplissements d'Homer dans sa vie, c'est-à-dire qu'il s'agisse de gagner un Grammy, de voyager dans l'espace ou de rencontrer le président Gerald Ford. Il dénigre Homer devant sa famille et déclare qu'il représente donc Homer tout ce qui ne va pas avec l'Amérique. Dans cet épisode, qui est une observation très drôle de la vie étonnante que mène Homer, se cache un commentaire accablant sur l'Amérique de la fin du XXe siècle. Une société dans laquelle les riches sont à l'abri des préoccupations quotidiennes de ceux qui sont moins fortunés qu'eux. À leur tour, ceux qui se trouvent en bas de l'échelle sociale sont encore plus démunis lorsqu'ils sont exposés à la façon dont l'autre moitié vit. Homer ne veut pas offenser Frank, mais Frank ne peut pas s'empêcher d'être insulté par tous ces gestes qui sont pour lui une forme d'insincérité hypocrite. Même une intrigue secondaire en apparence inoffensive dans ce même épisode, c'est-à-dire on voit Bart acquérir une usine désaffectée, ça ressemble à une raillerie, à une moquerie aux dépens de Frank. Hank Azaria, le doubleur original de Frank, se serait inspiré de l'acteur William H. Macy, connu pour ses rôles de travailleurs acharnés qui n'ont et qui ne connaissent jamais de répit. Il est aussi connu pour son rôle dans Jurassic Park 3, mais on va dire que tout le monde peut se tromper. Son interprétation permet la frustration et la colère que Macy apporte souvent à ses rôles, tout en dégageant un niveau d'énergie et d'émotion sans précédent dans la série. Dans des interviews ultérieures, Azaria a admis que son rôle lui a demandé plus d'efforts, de préparation et d'exécution que jamais auparavant. Cette performance a effectivement porté ses fruits, puisque cet épisode est l'un des meilleurs des Simpsons. Alors qu'il tente d'exposer la profonde stupidité d'Homer, Frank Grimes fait face à sa mort prématurée et effroyable à la fin de cet épisode, s'électrocutant à mort en essayant de prouver que faire l'imbécile dans ce pays est la meilleure façon de réussir. Mais hélas, si cette logique fonctionne pour Homer, elle ne marche pas des masses pour tout le monde et elle ne marchera pas du tout pour Grimes car elle connaîtra sa mort juste après. Mais alors qu'on pourrait s'attendre à une fin triste, on a droit
Une fin bizarrement joyeuse, voilà, dans laquelle Homer s'endort au beau milieu de l'enterrement de Grims, ce qui fait rire tout le monde. La fin de cet épisode est extrêmement pessimiste, et oblige le spectateur à se demander s'il doit se délecter des mauvaises manières d'Homer, ou s'il doit trouver de la sympathie pour Frank. Il y a aussi une conclusion plus large. Devons-nous vivre notre vie dans l'ignorance béate des problèmes qui nous entourent, ou devons-nous essayer de rendre le monde meilleur pour tout le monde ? Est-ce que ça vaut la peine de se tuer au travail pour atteindre le rêve américain, quand d'autres personnes y parviennent sans le moindre talent ou effort ? Le concept du self-made man est-il une réalité ou un mythe ? Cet épisode pose la question du Just Word Fallacy, a.k.a. la croyance en un monde juste. Alors, qu'est-ce que c'est que cette croyance ? La croyance en un monde juste, ou hypothèse du monde juste, c'est un biais cognitif stipulant que l'on obtient ce qu'on mérite et qu'on mérite ce qu'on obtient. En gros, selon cette croyance, toute noble action d'une personne doit nécessairement et justement tendre à lui être bénéfique, tandis que toute action mauvaise tend à lui nuire. Autrement dit, l'hypothèse du monde juste est la tendance à considérer des événements produits ou attendus comme les conséquences d'une force universelle restaurant l'équilibre moral. Cette croyance implique généralement l'existence d'une force métaphysique, équilibre ou justice cosmique, destin-providence. Elle peut aisément être la cause de sophismes de rationalisation comme le blâme de la victime pour son propre malheur. Bref, c'est quelque chose que l'on peut voir souvent d'ailleurs dans les animés, dans les mangas, dans les shonen, des Naruto, les Hippo, bref voilà. Celui qui travaille dur, celui qui croit en lui, qui croit en l'amitié, naninana, forcément il gagnera toujours, et celui qui est méchant, qui ne s'entraîne pas assez dur, même s'il a beaucoup de talent, il finira toujours par échouer. Voilà, on voit vraiment beaucoup ça par exemple dans iShield 21, Night Nijuichi, avec mon superbe accent japonais, on voit souvent cette histoire de comment dire, voilà, de croyance en un monde juste. Bon, si je viens de vous lire un article Wikipédia, c'était pas pour rien. Frank Grims symbolise toutes les critiques à l'égard de cette croyance, dans le sens où Frank a fait tout ce qu'on lui a demandé de faire, c'est-à-dire travailler dur, être honnête, vaillant, tandis qu'Homer, qui est donc un gros lard indigent, pourtant, voilà, il a tout ce qu'il veut. L'un trime pour rien, l'autre fait fructifier sa bêtise, et voilà. C'est pas très juste. En principe, leur rôle devrait être inversé. Normalement, Frank devrait être riche et avoir une famille aimante, et Homer devrait être un clochard, mais malheureusement, c'est pas le cas. Voilà, mais c'est ça le truc. La vie n'est pas toujours aussi simple. Les gentils ne sont pas toujours récompensés, les travailleurs ne sont pas toujours récompensés, et les parasites ne sont pas toujours punis. Les parasites comme Homer Simpson. Donc voilà. Toute histoire a besoin d'une fin. C'est dans l'ordre naturel des choses. Tenez par exemple, cette vidéo sur laquelle vous venez de cliquer, faudra bien qu'elle se conclue à un moment ou à un autre. Et pourquoi, vous allez me demander ? Parce que d'un, je n'ai pas une quantité limitée de choses à raconter, et de deux, vous n'avez pas que ça à faire. Mais d'après vous, que se passe-t-il lorsqu'une histoire refuse de se conclure ? Il se passe qu'elle n'a plus rien à raconter, et il se passe, la saison 36 des Simpsons. Et oui, les Simpsons. Autrefois, cette série était la stature la plus acérée diffusée à la télévision. En fait, les Simpsons étaient bien plus qu'une série, c'était un jalon culturel, un reflet irrévérent de la vie de la société. Dans les années 90, les Simpsons ont capturé comme jamais personne avant eux l'absurdité de notre monde moderne avec une telle précision, et c'était extraordinaire. La série ridiculisait tout, partant de la politique, en allant jusqu'à la pop culture, avec un esprit si mordant qu'il laissait des cicatrices. Mais aujourd'hui, la série n'est qu'un écho vide de ce qu'elle était jadis. Aujourd'hui, elle persiste non pas en tant que série vivante et en constante évolution, mais comme un vestige qui se recycle sans fin. L'humour semble algorithmique, et l'étincelle qui rendait les Simpsons si spéciales a depuis longtemps disparu. Bien sûr, cette chute ne s'est pas produite du jour au lendemain, elle s'est installée insidieusement épisode après épisode, comme une tumeur en croissance lente. Ce qui était à une époque une peinture satirique de la dysfonction de la société occidentale est devenu progressivement une boucle stéréotypée et sans vie, recyclée et de gags paresseux. Et pourtant, les Simpsons sont toujours là. Pourquoi ? Pour comprendre ce qui se passe, jetons un œil à The Simpsons Tapped Out, un jeu de la franchise sorti en 2012. En octobre 2013, soit quelques temps après sa sortie, le jeu a généré plus de 100 millions de dollars. 3 mois plus tard, ce chiffre atteint 130 millions. Avec de tels chiffres, on pourrait se dire que ce jeu est un banger, n'est-ce pas ? Bien non. Le jeu en soi n'a rien de révolutionnaire, c'est un simple jeu de gestion freemium où vous tapez sur l'écran, construisez votre version miniature de Springfield et l'agrandissez progressivement en ajoutant de nouveaux bâtiments et de nouveaux personnages. Mais sous cette apparente simplicité, ce jeu vous enferme dans un labyrinthe soigneusement conçu pour exploiter vos instincts les plus bas. Il vous bombarde de timers, de monnaie premium qui s'épuise trop vite et de mécaniques de jeu dignes d'un casino. Tout est fait pour vous inciter à dépenser de l'argent réel, et ce sans que vous ne vous en rendiez compte immédiatement.
Et ça, c'est exactement la raison pour laquelle de nouvelles saisons des Simpsons continuent inlassablement d'être produites. La marque reste lucrative, indépendamment de la qualité des produits en question. Il suffit juste de jeter un œil à la réception des dernières saisons des Simpsons pour réaliser que les Simpsons, ça n'attire plus, en tout cas. Si ça attire, ce n'est plus pour la qualité d'écriture de ces saisons et de ces épisodes. Les Simpsons existent non pas parce que la série a encore quelque chose à nous raconter, mais parce qu'elle rapporte de la moula, vous me permettez l'expression. Et seulement pour ça, les entreprises refusent de laisser mourir la franchise, quitte à la piéger dans un état mort-vivant, le fameux zombie Simpson. Mais cette vidéo, c'est pas une vidéo pour critiquer les Simpsons en tant que tels, puisque cette vidéo, eh bien, je l'ai déjà faite. D'ailleurs, je vous aiguillerai à regarder cette dernière si c'est pas déjà le cas. Non, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'histoire de comment la série est revenue à la vie, mais pas de la manière dont la Fox l'avait imaginé. Parce que pendant que la série officielle Simpson s'atrophiait, quelque chose d'étrange se produisait sur Internet. Un monde parallèle de contenu Simpson a émergé, créé non pas par une équipe de scénaristes, mais par des fans, qui ont grandi avec la série Simpson et qui refusent de la laisser devenir un simple produit de consommation de masse. Regardez sur Internet juste 2 secondes et vous le verrez assez rapidement. Là, il s'agit d'une vague de création impulsée par des fans qui réinterprètent les Simpsons de manière très différente. Mais comment tout ça a commencé? Ça a commencé, vous le devinez bien, avec les mèmes. Oui, je parle de ces trucs qui occupent 80% du contenu de vos fils d'actualité sur les réseaux sociaux. Mais ici, je ne parle pas d'un mème ou d'un groupe de mèmes, je parle même du concept même de mème. Le terme mème a vu le jour en 1976 grâce à Richard Dawkins dans son ouvrage Le gène égoïste. À ses débuts, il désignait une idée ou un concept culturel qui se propage et se transforme de manière similaire à un gène biologique. Aujourd'hui, un mème peut être un mouvement artistique, une doctrine politique ou même philosophique. À l'instar des gènes, ces idées se modifient et s'adaptent aux fonctions des sociétés qui les accueillent. Puis Internet est arrivé et a dit « je m'en bats les couilles ». Un mème aujourd'hui maintenant, ça peut être absolument n'importe quoi. Un mème n'est plus quelque chose d'aussi cultivé et profond que l'entendait Richard Dawkins, parce qu'une gamine de 10 ans sur Internet maintenant peut créer le mème de la décennie. Vous vous rappelez de la Disaster Girl? Bien sûr, la série des Simpsons a eu droit à son lot de mèmes, mais ce dont je veux parler ici, c'est l'idée selon laquelle tout le monde a aujourd'hui la possibilité de prendre ce qu'il veut et d'en faire ce qu'il veut. Et le résultat peut être largement apprécié par toute la communauté d'Internet. Après, le résultat n'a pas nécessairement besoin d'être drôle, il lui suffit juste de communiquer quelque chose, n'importe quoi, qui résonne avec le public. Parfois, ce quelque chose, c'est juste de la beauté. Et pour vous prouver cela, permettez-moi de vous présenter les nombreuses pages Instagram de Sennick Simpson. Alors, qu'est-ce que c'est que ces pages? Ces pages retirent les dialogues, les blagues, les punchlines des Simpsons, et ne laissent que les moments ou les plans silencieux d'animation de la série. Les rues désertes de Springfield, les couchers de soleil solitaires, la lueur vacillante de la centrale nucléaire au loin, ce qu'on voit là, c'est toujours les Simpsons, mais pas comme on les connaissait. Ce n'est plus de la sitcom, là c'est un mood, un feeling, une émotion, une nostalgie partagée. Et bien que quand on pense Simpson, on pense souvent, aux blagues assez rapides et un certain humour absurde, il y a toujours eu une forme d'art caché dans ces visuels, qui sont toujours relégués à l'arrière-plan au profit de l'hilarité générale des Simpsons, surtout des Simpsons de l'époque. Et c'est cet art que des pages comme Sennick Simpson mettent en avant, déplaçant l'attention de la comédie vers l'esthétique, qui jusque-là a souvent été négligée. Et ce qui rend Sennick Simpson si captivant, c'est qu'il nous oblige à regarder les Simpsons sous un autre angle. Lorsque la série était à son apogée, peu de gens la regardaient pour ses arrière-plans. Le style artistique était reconnaissable, mais rarement salué pour sa beauté. Pourtant, les arrière-plans, méticuleusement conçus par les animateurs de la série, ont toujours possédé, une certaine beauté discrète et subtile. Et lorsqu'ils sont retirés de leurs scènes originales, ces cadres prennent un nouveau sens. Un plan solitaire de Homer assis sur sa voiture la nuit, regardant les étoiles, peut évoquer un beau moment de réflexion existentielle. L'image de Lisa marchant seule dans une rue faiblement éclairée peut capturer une belle impression de mélancolie enfantine. Même quelque chose d'aussi simple que les murs de la maison des Simpsons, baignés par la lumière du coucher de soleil, peut soudainement sembler chaleureux, nostalgique et même étrangement intime. Et ça, ça parle à l'audience des Simpsons, parce que la chaîne Sennick Simpson compte plus de 350 000 abonnés à l'heure où je tourne cette vidéo. Ensuite, je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous disais, il y a pas si longtemps, que le résultat d'un mème peut communiquer n'importe quoi. Et parfois, n'importe quoi, ça veut littéralement dire n'importe quoi. Donc les mecs, là je vais vous présenter Existential Simpson, Surreal Simpson, Psychedelic Simpsons, Open Mouth Simpsons, Squinted Eyed Simpsons, Ward Simpson's Faces, bref, vous avez capté, tout ça c'est bien beau, mais ce que je vous ai promis, c'est une transformation des Simpsons. Mais ce qu'on a là, c'est à peine un changement de perspective. Il est vrai que les sentiments procurés par ces différentes peintures des Simpsons peuvent être différents, mais le matériel de base reste toujours l'œuvre originale des Simpsons. Et c'est là où, on va quand même devoir parler du fameux sketch Steamed Hams, que beaucoup avaient oublié jusqu'à la naissance de ce même. Alors, Steamed Hams fait référence à l'histoire du principal Skinner qui invite son patron Chalmers chez lui pour déjeuner, mais il finira par ruiner ce déjeuner, justement, et tenter de cacher son échec en faisant passer des hamburgers Krusty pour sa propre recette secrète de Steamed Hams.
L'humour de la scène réside dans les mensonges de plus en plus ridicules de Skinner pour couvrir tout le chaos ambiant, accompagné de l'absurdité de la volonté de Chalmers de croire ces mensonges. Mais en 2017, Internet s'est emparé de cette scène. Et très vite, des centaines de montages de cette scène ont suivi, et Steamed Hams est devenu Steamed Memes. L'absurdité a été poussée jusqu'à ses limites extrêmes. Skinner et Chalmers ont été remixés dans des timelines infinies, jetés dans des décors de films noirs, transformés en personnages de Twin Peaks, leurs dialogues réutilisés pour s'adapter à tous les scénarios possibles. Bref, c'est comme voir un seul moment des Simpsons renaître 1000 fois d'affilée. Mais parmi ces nombreuses renaissances, le 27 octobre 2017, quelqu'un a téléchargé une version, Steamed Hams, mais éditée dans le style de Nier Automata. Dans cette version, à l'instar du jeu Nier Automata, de Yoko Taro, vous connaissez les bails, la même scène est racontée du point de vue de ces deux participants. Et ce qui fait la particularité de cette édite, c'est qu'on observe la scène d'un autre point de vue. Et le principal Skinner n'apparaît plus juste comme une figure d'autorité maladroite. Il devient une sorte de personnage tragique qui délivre un monologue à travers lequel on peut percevoir sa culpabilité et son autodestruction. Il faut aussi noter que la scène a été éditée avec la musique de Nier Automata, un jeu saturé de désespoir existentiel, comme la plupart des jeux du Yoko Taro. Je vous aiguillerai d'ailleurs à ma vidéo sur la trilogie Drakengard, mais quoi qu'il en soit, pour revenir à nos moutons, ça a fonctionné. Quelque chose de plus profond est apparu, un noyau émotionnel qui avait été enterré sous toutes ses couches d'hilarité. La scène est devenue maintenant émotionnellement chargée, et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent à travers les épisodes des Simpsons. La profondeur émotionnelle n'est presque jamais au premier plan dans les épisodes. Bon, certaines fois oui, mais c'est assez rare. Mais à travers cette seule réinterprétation de cette seule scène par les fans, on pourrait presque se retrouver à passer la nuit à philosopher sur des questions existentielles, alors que finalement ce n'est jamais qu'un petit sketch d'un épisode des Simpsons. Et ça, pour être honnête avec vous, je trouve ça puissant. Je trouve ça beau. Et si pour vous la profondeur émotionnelle est un tant soit peu important, les réinterprétations de la série culte des années 90 Simpsons a encore beaucoup à offrir. Et parmi les nombreuses façons dont les fans ont réimaginé les Simpsons, peu de projets sont aussi saisissants et émotionnellement puissants que Marge Simpsons animé. Alors ce comique, indépendant, prend l'un des personnages les plus sous-estimés de la série, Marge, femme de Homer, et la transpose dans un univers magnifiquement illustré, imprégné d'esthétiques inspirées des classiques de l'anime et du manga. Et au cœur de Marge Simpsons animé, on trouve des thèmes comme l'isolement, le désir inassouvi d'une femme au foyer et une mélancolie silencieuse. Des émotions qui ont toujours été présentes chez Marge, mais qui, dans la série, sont souvent étouffées par la structure comique propre à la série. Marge a toujours été un personnage complexe, mais dans les Simpsons, sa profondeur émotionnelle est souvent tournée en dérision ou reléguée au second plan face aux frasques chaotiques d'Homer et de ses enfants. Or, Marge Simpsons animé offre une exploration plus intime et plus approfondie de son monde intérieur, révélant ce que de nombreux fans ont toujours pressenti. Marge est, à bien des égards, enfermée dans une existence qui l'étouffe. L'imagerie du comique renforce ce sentiment. Certaines cases la montrent seule, enfermée dans d'immenses espaces vides, soulignant sa solitude. D'autres la figent en silhouette spectrale, perdue dans ses pensées avec une expression empreinte d'une résignation nostalgique. Cette Marge est fatiguée, pensive, en quête d'une version d'elle-même qu'elle aurait laissée derrière, quelque part en chemin. Pourquoi cela a-t-il marché avec les fans? Marge Simpsons animé touche une corde sensible parce qu'il explore un aspect souvent ignoré des Simpsons, la tristesse qui se cache sous l'humour. Les fans ont toujours perçu que, malgré l'amour que Marge porte à sa famille, cette même Marge a sacrifié une partie d'elle-même pour la maintenir unie. Et ce comique ne fait qu'amplifier ce sentiment, dépouillant la narration de toute comédie pour nous laisser seuls face à sa solitude, ses regrets silencieux et l'idée troublante qu'une autre vie aurait pu l'attendre ailleurs. Et ça, c'est un témoignage du pouvoir de la réinterprétation des fans des Simpsons, prouvant qu'un personnage aussi familier et lisse que Marge Simpson peut être totalement métamorphosé en une figure poignante, bouleversante et étrangement belle. Bien sûr, il existe des millions d'autres adaptations et réinterprétations des Simpsons créées pour explorer des thèmes profonds. Par exemple, il y a Depressing Simpsons Comics, qui utilise la série pour exprimer des sentiments d'anxiété, de solitude et de nihilisme, tout en gardant un ton léger et accessible à tous. The Ballad of Dark Homer imagine un univers alternatif où Homer devient une ombre monstrueuse et explore comment sa famille et son entourage réagissent à ces transformations. Springfield on Real Estate, une série d'illustrations montre Springfield la nuit ou à l'aube, créant une atmosphère étrangement réaliste et mélancolique, comme si la ville existait en dehors de la série. Mais on a assez parlé de connexion émotionnelle pour le moment. Je veux maintenant qu'on parle d'ampleur, qu'on s'intéresse au projet le plus fou de tous, qu'on s'appelle la Bartkira. Bartkira, qu'est-ce que c'est? C'est une collaboration tentaculaire, qui réinterprète le légendaire manga cyberpunk Akira de Katsuhiro Otomo à travers le prisme de Springfield. Bartkira est ce qui se trouve être la consécration ultime de ce qu'Internet a décidé de faire des Simpsons. Il s'agit d'une réinvention massive et populaire des Simpsons et d'Akira, mêlant la famille dysfonctionnelle la plus célèbre de l'animation occidentale au chaos apocalyptique de Neo Tokyo, que l'on peut voir dans Akira. L'histoire du projet commence en 2013, lorsque le dessinateur Ryan Humphrey
a posté quelques pages d'Akira, mais avec des personnages des Simpsons, à la place du casting emblématique du manga. Et dans cette version, Bart Simpson a remplacé Kaneda, tandis que Milouz Van Houten est devenu Tetsuo, le garçon perturbé dont les capacités psychiques deviennent incontrôlables. D'autres habitants de Springfield ont repris des rôles d'Akira, tels que le principal Skinner dans le rôle du colonel Shikijima, Nelson dans celui du Joker, Lisa dans celui de Kay, et Ralph Wiggum dans celui d'un enfant psychique mutant, enfin bref. Et inspiré par les dessins de crossover originaux de Ryan Humphrey, ce gars, nommé James Harvey, a lancé le projet Bart-Kira. Et James, quand il veut faire quelque chose, il aime bien le faire jusqu'au bout. Même si c'est un projet aussi ambitieux que celui de refaire, de la première page du premier tome à la dernière page du dernier tome, d'Akira dans le style des Simpsons. Je rappelle qu'il y a un total de 6 tomes, plus de 2000 pages dans le manga d'origine Akira. Mais rien de tout cela n'a découragé James Harvey, qui a recruté 768 artistes du monde entier pour redessiner l'intégralité des volumes d'Akira dans le style des Simpsons, ce qui fait de Bart-Kira l'une des œuvres de fans les plus ambitieuses jamais créées. Et donc, ils ont passé 2 ans de leur vie pour redessiner l'entièreté du manga. Et à première vue, les Simpsons et Akira, ça semble former un couple des plus improbables. L'un est une sitcom familiale satirique, et l'autre est un chef-d'œuvre cyberpunk dystopique, rempli d'intrigues politiques, d'horreur corporelle, de body horror en anglais, et d'effroi existentiel. Mais la fusion de tout cela fonctionne étonnamment bien. Les Simpsons et Akira sont tous deux profondément ancrés dans la culture populaire et ont façonné des générations d'artistes, d'écrivains et d'animateurs. Mais plus profondément, la combinaison de la simplicité cartoonesque des Simpsons et de l'histoire hyper détaillée et pleine d'enjeux d'Akira crée un contraste troublant. Voir Milouz comme une arme psychique tourmentée ou Bart à la tête d'une bande de motards punk dans une ville en ruine est absurde, mais étrangement ça sonne tout aussi juste. Il y a tellement à dire sur cette œuvre, mais la vidéo durerait 3 heures si tout devait être dit. Retenez juste que, plus qu'une simple curiosité, Bart-Kira est devenu un immense symbole de la créativité des fans des Simpsons. Contrairement au crossover ou au reboot officiel, il ne s'agit pas d'un produit d'entreprise ou lucratif, mais d'une lettre d'amour chaotique et collaborative aux Simpsons, mais aussi à Akira. Le projet s'est finalement étendu au-delà des pages du manga. Un groupe d'animateurs a créé une bande-annonce animée de Bart-Kira, réimaginant des scènes du film Akira dans le style des Simpsons. La vidéo est d'ailleurs disponible ici sur YouTube et vous pouvez aller la checker, tout comme le manga Bart-Kira, ce que je vous conseille. Et avant de conclure cette vidéo, je vais aborder une dernière transformation créative des Simpsons, que je trouve personnellement être peut-être la plus belle, ou en tout cas la plus significatrice. Tout a commencé avec cette vidéo Vine de 6 secondes sortie en 2015. Et cette vidéo montre une scène des Simpsons avec une musique Vaporwave nostalgique. Mais au bas d'internet, ce clip a explosé, gagnant des millions de vues et déclenchant un phénomène qui allait bientôt être connu sous le nom de Simpson Wave. Ce qui n'était au départ qu'un simple mash-up s'est rapidement transformé en un mouvement esthétique à part entière. YouTube a très vite été inondé de vidéos superposant de la musique Vaporwave à des séquences des Simpsons, certains restant simples, d'autres déformant les images pour en faire des séquences granuleuses et oniriques. Ce qui a rendu la Simpson Wave si puissante, c'est pas seulement son lien avec la Vaporwave, un genre musical né sur internet et fondé sur le ralentissement et la recontextualisation de vieux morceaux des années 80 et 90, mais aussi par la manière dont elle a modelé et remodelé notre relation avec la série Simpson, en ajoutant des distorsions de VHS, des glitches et des couleurs ambiantes. Les créateurs de tous ces edits ont donné à Springfield l'impression d'être un souvenir d'un passé lointain, qui s'éloignait au fur et à mesure que l'on le regardait. C'est la même raison pour laquelle les gens continuent à aimer le bourdonnement statique des vieux téléviseurs à tube cathodique ou la qualité chaude et dégradée des cassettes VHS. Il ne s'agit pas seulement d'effets visuels, il évoque une époque et un lieu. Les Simpsons, qui ont marqué l'enfance de millions de personnes, sont devenus le véhicule idéal pour ce type de nostalgie numérique. Au début, la Simpson Wave n'était qu'une ambiance, un mélange hypnotique de sons et d'images qui nous faisait ressentir quelque chose, mais même si on pouvait pas l'exprimer par des mots, le sentiment était tout de même présent. Mais rapidement, certains créateurs ont commencé à pousser le format plus loin, transformant leurs vidéos en véritables récits, et les meilleures d'entre elles, loin de se contenter de remixer des vieux clips, les ont transformés pour déformer l'univers familier de Springfield en quelque chose de plus triste, de plus solitaire, peut-être même parfois de plus surréaliste. Elles reprennent des épisodes vieux de plusieurs dizaines d'années et les réassemblent pour en faire des histoires entièrement nouvelles et chargées d'émotions. Prenons Black Sky de UC News. Il est entièrement construit à partir de clips de Milouz, coupés et réarrangés pour créer une histoire douce amère de passage à l'âge adulte sur la solitude, la nostalgie et la nature éphémère de l'enfance.
Il y a aussi Dead Bart, une réalité alternative où Ned Flanders, dérangé et accablé de chagrin, noue une relation troublante avec Bart avant de l'assassiner. C'est sombre, dérangeant et diffère de tout ce que les Simpsons auraient pu tenter. Mais à mon sens, la vidéo qui se définit sans doute le mieux la Simpson Wave, c'est Crisis. Il s'agit d'une œuvre obsédante et magnifiquement surréaliste, qui suit Homer dans sa dérive à travers un monde de solitude, d'infidélité et d'isolement. Les espaces familiers et réconfortants de Springfield sont transformés en quelque chose de méconnaissable, déformés par des distorsions oniriques et un design sonore sinistre. Et c'est peut-être pour cela que Simpson Wave touche quelque chose de plus profond que la simple nostalgie. Il ne s'agit pas seulement de revivre le passé, mais d'en faire le deuil. Il s'agit de la prise de conscience troublante que quelque chose que vous aimiez autrefois a changé, et que vous avez peut-être changé vous aussi. Et ça ne fait, on va le dire, plus du tout penser à la série officielle Simpson. Et l'ironie de la chose, c'est que les grands pontes derrière la série Simpson semblaient vouloir que la série Simpson soit éternelle. Et d'une certaine manière, ils ont réussi, mais pas comme ils l'avaient imaginé. Il ne s'agit plus de Springfield tel que la Fox l'avait imaginé, tel qu'Internet les a réimaginés. La série a peut-être perdu son âme à la télévision, mais en dehors, elle est en plein essor. Pendant des années, la série a été sous assistance respiratoire, coincée dans une boucle d'histoire peu inspirée et de punchlines prévisibles. Mais alors que la série officielle stagnait, l'idée des Simpsons s'est échappée de l'enceinte de l'entreprise de la Fox. Les mèmes, les vidéos, les bandes dessinées, ils ne sont pas en train de tuer les Simpsons, ils sont son puits de Lazare. Chaque fois qu'un jeune de 15 ans réanime Bart en héros dystopique, la série perd sa peau zombifiée, elle devient quelque chose de nouveau, quelque chose de vivant, et c'est peut-être inévitable. La série Simpson a commencé comme un doigt d'honneur au sitcom aseptisé, un antidote à la salubrité artificielle d'elle se moquer de la famille américaine idéalisée, exposant l'absurdité qui se cachait derrière la clôture blanche. Mais avec le temps, les Simpsons sont devenus une partie du système, une marque, une machine à nostalgie, une usine à blagues sûres et familières, et c'est pourquoi je trouve que les fans ont fait aux Simpsons ce que les Simpsons ont fait au sitcom. Ils ont transformé ces moments aseptisés en horreur existentielle. Ils ont rendu ces répliques cringe poétiques. Et d'une certaine manière, les Simpsons ont bouclé la boucle. Autre voix critique de la pop, ils sont devenus la chose qui doit être critiquée. Pourtant, il y a quelque chose de magnifique dans tout cela. Il ne s'agit pas du simple moquerie, c'est un hommage, un témoignage de la profondeur avec laquelle les séries s'est ancrée dans la mémoire collective. Les gens ne transforment pas les choses qu'ils n'aiment pas. Et le volume incroyable de fanart, de mèmes, de montages et de remix n'est pas le signe que les Simpsons sont oubliés, c'est la preuve qu'ils refusent de l'être. La série a peut-être cessé d'être géniale, mais elle n'a jamais cessé d'être importante. Et donc, tant que la Fox continuera à produire des saisons, je serai là à regarder un Skinner pixelisé fixer le vide, et dire enfin quelque chose de vrai. Alors voilà, la vidéo est terminée en espérant qu'elle vous ait plu. N'oubliez pas de vous abonner pour encourager la chaîne. Et si vous voulez effectivement, d'aventure, me soutenir davantage, jetez un œil à nos t-shirts et mugs disponibles dans la boutique. Vous pouvez aussi effectivement faire un petit don via PayPal afin de soutenir financièrement la chaîne car elle en a grand besoin. Voilà, petit coup de Patreon, petit coup de PDF si vous voulez effectivement vous jeter dans l'aventure YouTube. Bref, quoi qu'il en soit, prenez soin de vous et à la prochaine.